Si tu es pas teubé, à la fin de cette vidéo, tu as une compétence que tu vas pouvoir vendre jusqu'à 15 000 €. On va aujourd'hui apprendre à configurer un système RAG, Retrieval Augmented Generation. Quand est-ce qu'il faut utiliser un RAG? Tu as certainement entendu parler des bases vectorielles, des embeddings. Ça tombe bien, on va parler de tout ça dans cette vidéo et tu vas sortir de là avec une vraie compétence. Reste jusqu'au bout parce que j'ai une surprise. À la fin de cette vidéo, tu auras une info hyper importante et je la garde en exclusivité pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos pour être les premiers sur le coup. Tout comme toi, j'ai appris l'intelligence artificielle sur des vidéos YouTube. Après, j'ai pris des formations, que ce soit celle d'Oussama ou d'autres, qui sont de 99 à 1500 €. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que quasiment tous les contenus étaient bourrés de âneries. Quand je dis des âneries, c'est entre ce qu'on te vend, ce qu'on te dit, tu te rends compte que ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est extrêmement grave parce que demain, l'IA, c'est un outil de travail. Et pour ceux qui ont compris l'opportunité, c'est la possibilité dès aujourd'hui de lancer de nouvelles startups, de nouvelles entreprises, de nouveaux services. Alors, il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas le mindset pour pouvoir lancer des boîtes. Fine, consommez du contenu, faites-vous plaisir sur les réseaux, ok. Je m'adresse à ceux qui, dans la tête, ils ont compris un truc. Aujourd'hui, c'est pas indispensable d'avoir un diplôme avec un bac+5, mais ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir des compétences, de savoir vendre ton produit, mais surtout que ce soit fonctionnel, ce que tu es en train de faire, et pas du vent marketing. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte en fait d'un truc, c'est que parmi les influenceurs qui sont parfois même des profs à la Sorbonne, qui donnent des cours, qui ont des boîtes extrêmement connues, et ben je me suis rendu compte que ce qui était véhiculé encore une fois dans les vidéos, pour moi, c'est faux. Et je t'explique pourquoi. Ok, je suis sûr que tu t'es déjà dit comme moi et comme tout le monde, tiens, ce serait quand même excellent d'avoir une IA qui est aussi bonne que moi dans mon métier et qui puisse m'aider au quotidien. En vrai, ce serait incroyable d'avoir une sorte d'assistant personnel, d'avoir un peu comme un alternant que tu as toujours avec toi et qui peut faire tout ce que tu veux et qui le fait bien. En vrai, ce serait excellent, ce serait génial. Et quel que soit ton métier, en vrai, genre si tu es avocat par exemple, il pourrait t'aider à vérifier les jurisprudences et les textes de loi. Si tu es enseignant, il pourrait t'aider à préparer tes cours, tes ateliers, tes exercices, etc. Et si tu bosses dans le marketing, il pourrait t'aider à faire des études de marché, de l'analyse, de l'espionnage de concurrents. Bref, ce serait incroyable, quel que soit ton métier. Bon, bonne nouvelle, c'est possible. Tu peux te créer un ChatGPT qui est vraiment entraîné sur tes connaissances à toi. Et pas que sur tes connaissances, ça peut aussi être sur des connaissances bien spécifiques. Vraiment, ça peut être n'importe quelle connaissance. Alors, il donne des cours à la Sorbonne Paris, et je me rends compte d'une chose, tout ce qui était dit dans cette introduction, pour moi, elle est fausse. Le RAG, c'est pas un assistant. Le RAG, ça va pas te permettre de faire des études de marché ou de connaître tes concurrents. Absolument pas. C'est pas un RAG qui permet de faire ça. Le RAG, c'est simplement un ajout de contexte sélectionné que tu vas indexer dans une base vectorielle. Si tu sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, on va le voir dans la suite de la vidéo. En tout cas, écoute ce que dit ChatGPT et tu verras qui a raison, qui a tort. Je comprends parfaitement ton point de vue. Et je suis d'accord avec toi, c'est le fond. Le RAG, c'est précisément ça. C'est une façon d'ajouter du contexte pertinent à la volée, mais ce n'est pas un entraînement dans le sens où on modifie les paramètres internes du modèle, comme on le ferait avec du fine-tuning. En d'autres termes, on ne change pas la mémoire fondamentale du modèle, on lui donne juste un contexte amélioré, ciblé, pour qu'il réponde de façon plus informée. Donc tu as tout à fait raison de dire qu'on n'entraîne pas vraiment ChatGPT dans ce cas-là. Pour reprendre l'exemple de l'avocat, par exemple, il pourrait entraîner ChatGPT sur le dossier complet d'un gros client qu'il a, ou alors il pourrait entraîner ChatGPT sur tout le code du travail, ou alors tout le code pénal. T'imagines quand même pouvoir discuter avec le code pénal comme ça facilement. Et l'enseignant, il pourrait aussi l'entraîner sur tous les manuels du niveau scolaire où il enseigne. Et celui qui bosse dans le marketing, il pourrait aussi entraîner ChatGPT sur toute la data et toutes les archives de son entreprise. Bref, je pense que tu as vraiment compris à quel point ça peut être utile et à quel point ça peut changer pour le bien ta façon de travailler. Tout ce qui t'a été dit, de mon point de vue, est faux. Voici pourquoi. Un RAG, ce n'est pas un entraînement de ChatGPT dans le sens où on modifie ce qu'on appelle les paramètres ou les poids internes d'un modèle. Ensuite, un RAG, ça ne permet pas de connaître l'intégralité d'un dossier. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas non plus un système qui te permettra de discuter avec le code pénal. Si tu as un doute, on demande à ChatGPT et écoute ce qu'il te dit. Je pense que tu as tout à fait raison. Dire qu'on entraîne une IA sur un dossier client en utilisant du RAG, c'est effectivement inexact. Le RAG ne fait qu'apporter des morceaux pertinents au bon moment, mais l'IA n'a jamais une vision globale ou permanente de l'intégralité du dossier. En gros, elle garde pas en mémoire la totalité des informations, elle fait que traiter les séquences qu'on lui présente. Donc oui, on ne peut pas dire qu'on entraîne le modèle sur l'ensemble du dossier, on lui fournit juste un contexte pertinent au cas par cas. Et en plus, j'ai quelques bonnes nouvelles pour toi. De une, c'est gratuit, ça coûte rien. De deux, ça prend 10 minutes à faire, c'est vraiment rapide. Et de trois, même ton chat pourrait le faire, tellement c'est facile à faire.
Bah tiens, justement, on va le faire ensemble, de A à Z. Je viens d'entendre 3 arguments marketing complètement bidons. Le système RAG, ça prend 10 minutes, c'est super simple et même ton chat serait capable de le faire. Dis-toi bien un truc, si aujourd'hui les entreprises payent 15 000, 50 000 ou 300 000 euros un système RAG, c'est pas pour rien, c'est qu'il faut des compétences. Ce qui me gêne aujourd'hui sur les réseaux, c'est que les spécialistes qu'on a, en fait, nous disent avec un aplomb qu'ils sont spécialistes dans le domaine. Donc on aurait tendance à les croire. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi aussi. Je me suis rendu compte que j'ai perdu mon temps. Et quand j'ai monté ma boîte en intelligence artificielle, je me suis rendu compte d'une chose, je ne pouvais pas vendre ce service parce que je n'avais pas la compétence pour le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai appris, comment le configurer et comment aujourd'hui et pourquoi tu peux avoir des clients parce que c'est un vrai domaine technique et les jobs où on va te payer 30 000 euros juste parce que tu cliques sur un bouton, ça n'existe pas. Sache que toutes les ressources sont présentes dans le lien, dans la formation. Je te dirai en fin de vidéo comment récupérer les ressources des cours qu'on a en ligne. J'explique tout ça à la fin avec la surprise sur la vidéo. Je vais vous présenter ce qu'est un système RAG, comment ça fonctionne, et on va poser les bases pour comprendre quelles sont les bonnes questions à se poser lorsqu'on veut développer un système RAG. Pourquoi il faut mettre en place un système RAG et quels sont les avantages? Quelles données on peut mettre? Les PDF, les images, les vidéos, l'audio, comment on prépare notre donnée et les choix des algorithmes. Parce que l'IA, elle doit comprendre la data et comment il faut qu'elle l'utilise. En premier lieu, un système RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Pour moi, si je dois le dire avec des mots simples, c'est du contexte amélioré pour que la réponse de ChatGPT ou de Gemini soit plus pertinente et adaptée à des informations qu'elle ne possède pas. Exemple, vous lui demandez des informations qui sont propres à votre travail, à votre entreprise ou des informations spécifiques, elle ne peut pas la connaître si elle n'a pas accès à cette information. En l'état, on n'entraîne pas du tout le modèle à vos données. On permet en fait, à partir des données que vous disposez, de récupérer de l'information, mais des séquences très courtes et très petites. On est en train de parler de 200 mots, 300 mots, 400 mots, donc des toutes petites séquences, qu'on va injecter dans le contexte de ChatGPT et qui donc va utiliser ce contexte pour améliorer la qualité de sa réponse. Il ne faut pas oublier que quand ChatGPT répond, l'IA, c'est un système de distribution de probabilité. ChatGPT ou Gemini ont été entraînés sur énormément de documents, essentiellement Internet, du web, des livres. Quand ils reconnaissent des phrases, ils vont retrouver des phrases et des patterns, ils vont vous donner les mots les plus probables. L'IA ne vous donne pas de vérité. L'IA vous dit, lorsque vous me posez ce type de questions, j'ai en général ce type de réponse dans les données d'entraînement. Lorsque vous lui posez une question que l'IA ne connaît pas, elle va vous répondre parce qu'elle n'est pas configurée aujourd'hui pour dire « je n'ai pas connaissance de l'information que vous me demandez ». Et lorsqu'elle ne sait pas, elle va se connecter sur Internet. Mais elle ne va pas rechercher si l'information est vraie. L'IA ne fait pas de fact-checking. Elle va juste condenser les 10 premières sources qu'elle va trouver dans le moteur de recherche et elle va les mettre en forme. Donc, à quoi sert un système RAG? Si je dois faire vraiment simple, pour vous donner une idée, un système RAG, ça va permettre d'améliorer les réponses dans des secteurs bien définis. Le support client, exemple chatbot, FAQ, produits, site de vente. Santé, on va permettre au système de mieux connaître les sujets que vous traitez d'un point de vue médical, les domaines de la finance, les domaines de l'éducation et tout ce qui peut être aussi personnel. Une entreprise a souvent peur de partager les données avec OpenAI et ChatGPT. Alors, il faut faire la distinction. Quand vous utilisez les systèmes RAG sous forme API, ces données sont cryptées. Elles ne sont donc pas utilisées par les fournisseurs de LLM. L'objectif, c'est de convertir les informations à haute valeur, c'est-à-dire les emails, les comptes rendus. Et au lieu de perdre du temps à rechercher les informations, on va laisser l'intelligence artificielle rechercher à l'intérieur. On va donc utiliser votre donnée pour améliorer la manière dont l'IA va utiliser et répondre aux questions que vous allez poser. Donc, c'est un intérêt direct pour le service client, pour cibler des données d'entraînement qu'elle ne possède pas et pour éviter les problèmes d'hallucination, c'est-à-dire les sujets où l'IA n'a pas de compétences, mais automatiquement, elle va répondre alors qu'elle ne sait pas. Et ça, c'est systématique. En apportant des données, on va améliorer la qualité de cohérence, mais pas que celle de vos réponses, celle de tous vos collaborateurs. Chacun qui va utiliser le modèle qu'on aura optimisé grâce au système RAG aura une réponse beaucoup plus standardisée et homogène. On va aussi pouvoir utiliser des systèmes personnalisés à partir de la même base de connaissances. On peut faire un chatbot pour les RH, pour le service client ou pour l'arrivée d'un nouvel collaborateur, ce qu'on appelle de l'onboarding. On donne un exemple. Vous avez un collaborateur qui débarque dans la boîte, il doit poser 30 000 questions et va faire perdre beaucoup de temps, ça va vous coûter de l'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un système qui va
être briefé sur les process de fonctionnement de la boîte, et lorsque le collaborateur a besoin de poser des questions, il peut faire sa montée de compétences avec un modèle dont la connaissance dispose des informations nécessaires. On va donc libérer du temps sur les seniors qui pourront se consacrer à leurs tâches, et lui va augmenter son niveau d'autonomie. Donc toutes ces méthodes-là peuvent être appliquées au support client, au rapport que vous avez déjà établi, et donc refaire vivre le document que vous avez déjà produit pour créer des patterns, des méthodes de travail, des méthodes de réponse dans le modèle. Il faut distinguer ça de ce qu'on appelle du fine-tuning. Le fine-tuning, c'est on apprend à l'IA à répondre à une question de la manière dont vous avez défini. Ce n'est pas la même chose. Le RAG, on va apporter à partir de votre donnée, c'est-à-dire les documents, l'entraînement, les PDF, les dossiers, des séquences qu'on va découper. Imaginez un livre, on va déchirer les pages de ce livre et dans cette page, on va sélectionner des petits bouts de 200, 400 mots qu'on va envoyer dans une base vectorielle. Alors la base vectorielle, c'est la base que comprend les intelligences artificielles. L'IA ne comprend pas les mots, elle comprend des numéros qui sont placés dans des espaces. Ça correspond à des tokens, qu'on appelle des embeddings ou des vecteurs. Dans ce cas-là, c'est un peu comme une bataille navale. Le point qu'on a ici et la distance des autres points va définir la relation des mots entre eux. C'est comme ça qu'une IA définit en fait le sens des mots et le sens des relations. Quand on va envoyer votre documentation et vos datas, l'IA va se faire une représentation de ce que vous lui demandez et de ce qu'elle a comme information. Et c'est dans cette base qu'elle va rechercher ce que vous lui demandez. Mais elle ne va pas parcourir forcément toute la base. Ça prendrait trop de temps, surtout lorsque vous commencez à avoir 2000, 3000 ou un demi-million de documents. Donc on doit mettre en place des stratégies en fonction de votre type de métier, qu'on appelle le niveau de risque, la vitesse à laquelle vous voulez une réponse, le coût du système et les fonctionnements des algorithmes des bases vectorielles. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Jusqu'à présent, la mise en place de ce système était extrêmement compliquée. Et c'est la raison pour laquelle, pour des bases vectorielles en général, on facture au moins 15 000 €, puis 800 à 400 € par mois minimum pour l'entretien et la mise en place pour les boîtes. Donc aujourd'hui, on a des systèmes où on va avoir une assistance IA qui va nous aider à les mettre en place de manière sans code, alors qu'avant, il fallait se farcir des lignes de code. Ce que je vais vous montrer, c'est comprendre déjà intellectuellement ce qu'il faut faire, la mécanique, et avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup moins caricaturale que nous donnent les influenceurs, qui sont, même s'ils sont des spécialistes dans leur domaine et qu'ils ont certainement des compétences, dans certains cas, ce qu'ils vous disent, c'est faux. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, mais ce que je veux faire, c'est vous montrer qu'on ne va pas vous payer 30 000 € par mois parce que vous savez envoyer un PDF dans une interface. C'est pas ça. Je vais vous faire prendre conscience que les compétences, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de faire la différence sur un marché où tout le monde sait taper 3 mots dans ChatGPT. Tout le monde sait faire ça. Par contre, ce qu'ils ne savent pas faire, et c'est là où vous appartenez au 0,001%, très honnêtement, c'est de comprendre que la manière dont on va travailler, on a une étape, c'est l'étape du dessus. C'est vous qui allez intervenir. Aujourd'hui, l'étape d'en dessous, la préparation, le retrieval, le ranking, le serving, aujourd'hui, on peut l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et dans le système qu'on va mettre en place ici, avec OpenAI et ChatGPT, on va discuter du pour, du contre et des optimisations à faire. C'est pas tout d'envoyer un PDF, encore une fois, c'est de comprendre en ayant une vision globale. Donc, le RAG, c'est sélectionner des données que vous avez pour en faire des petites séquences qu'on va envoyer dans une base vectorielle et on les stocke dans une database vectorielle. Cette database va être interrogée et ce système d'interrogation, ça s'appelle un query retrieval. On récupère des sources, on injecte les sources dans ChatGPT ou Gemini, c'est la mise en place du système basique RAG. Le système basique RAG est facturé habituellement autour de 1 500 € pour environ 1000 documents. Ça vous donne une idée. En termes de prestations, avec un hosting autour de 100 à 400 €. Le système basique, c'est celui qu'on va faire ici avec ChatGPT. Ce système-là, je vais vous faire comprendre les points de vue et les conséquences. Ce qu'on vous dit, c'est pour faire un système RAG, vous prenez un file search, c'est comme ça qu'on appelle le système RAG sur l'interface d'OpenAI. Vous allez prendre des documents, que ce soit des PDF, des mails, vous envoyez tout, vous mélangez tout, vous avez une base de données énorme, et maintenant l'IA répond comme toi. C'est pas du tout le cas, c'est absolument pas ça. Je vais vous montrer pourquoi. On va prendre des articles, on prend des articles qui sont ici. Vous voyez, on a du graphique, on a de l'image, et c'est du PDF. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on envoie en fait un PDF dans une interface ? Déjà, vous vous rendez compte d'une chose, les colonnes ne sont pas bien comprises et vous avez des pages entières de mots-clés qui sont les uns derrière les autres. Donc, le modèle va avoir beaucoup de séquences
complètement parasite à l'intérieur de votre base vectorielle, mais des pages entières, parce que vous avez envoyé du PDF. Et que le PDF, déjà, ça efface tous les documents, tous les tableaux, donc toute la partie statistique. Si vous faites de la finance ou de l'immobilier, déjà, vous êtes embêté. Si vous faites de la médecine et qu'il y a des images, vous êtes embêté. Donc il faut immédiatement comprendre qu'en fonction de votre métier, vous n'allez pas faire les mêmes choix stratégiques sur le choix de système RAG. Ensuite, on a dit une chose, le modèle va découper. Donc imaginez, quand on va prendre ici la documentation, rendez-vous donc sur plateforme.openai.com pour le RAG, on va uploader le document. On va prendre donc le premier document qui est ici et on va choisir une dimension. La dimension, c'est le fameux chunk, ce qu'on dit la découpe. Le document, il n'est pas envoyé avec les 30 pages ou les 2000 pages que vous envoyez. Il est découpé en tout petits morceaux de 200 à 400 mots. Donc c'est de la structure de type 600 tokens, 800 tokens ou 4000 tokens. Donc ces paramétrages dépendent du type de document que vous faites. Exemple, ici, si je veux récupérer des séquences, je me rends compte que j'aurais besoin de 400 tokens. Mais si je veux le bloc numéro 1, comment je fais? J'ai une image, j'ai d'autres séquences après, puis après j'ai une colonne, il faudrait presque 4000 tokens. Comment on va gérer? Dans ce cas-là ici, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas le faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des dimensions différentes en fonction des documents. Donc on peut envoyer le premier document avec ces dimensions-là en se disant, bon, on part sur une structure. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on va faire simple. On va l'attacher, je vais l'attacher à un vector store et j'ai créé mon premier document de PDF. Mais vous avez bien compris que dedans, on est pollué de toutes les séquences avec plein de mots-clés à l'intérieur. C'est plein de mots-clés, tout ça c'est plein de mots-clés, c'est des références qui vont être incluses et donc qui vont créer un énorme bruit de fond d'erreur. Donc ça veut dire une chose, en fait, la base au démarrage, il faut la préparer, il faut la nettoyer. En fait, la vraie compétence, elle commence à être là. La compétence, c'est pas de mettre des PDF, c'est de préparer la base. Ensuite, je vais vouloir rajouter encore des éléments à l'intérieur de ma base. Donc, je vais choisir un deuxième document. Et donc, cette fois-ci, je vais prendre un document qui parle de marketing d'Alex Hormozy, je vais le mettre à l'intérieur. Le document, il est structuré, et donc, je vais pouvoir me dire, bon, si la structure, je m'y tenais en chapitre, il faudrait que j'ai des structures variables en découpe. Et je ne l'ai pas chez OpenAI. Je n'ai pas ce type de possibilité. Donc, je vais devoir prendre, en fait, des séquences en disant, OK, je vois qu'en général, je suis autour de 600 mots, je vais prendre 800 tokens, et je vais prendre ce qu'on appelle un overlap. C'est-à-dire que la séquence d'ici, elle va être commune entre le bloc du dessus et le bloc du dessous, pour avoir une cohérence. Mais qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, je n'aurai pas du tout l'ensemble de mon document, mais juste des tout petits bouts. Je vais donc créer un document avec une dimension de recouvrement différente de la précédente. Donc on a créé des bases vecto avec des documents qui ne sont pas homogènes, qui ne parlent pas du même sujet, un qui est en anglais, un qui est en français, qui parle de marketing et l'autre qui parle d'intelligence artificielle, et on a créé une base. Est-ce que ça c'est pertinent? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on attache tout ça, on envoie, et on a créé notre base. À partir de là, on a la possibilité de créer un système prompt. On tape un système prompt, tu es un super spécialiste avec 25 ans d'expérience, tout ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est ce qu'on vous dit dans les vidéos sur Internet. Vous tapez votre système prompt et vous commencez les discussions avec le modèle. Ok, on va commencer à réfléchir. Comment en fait ça fonctionne à l'intérieur du système RAG? Anthropic nous l'explique très très bien. Le système RAG, quand vous envoyez en fait une demande, le modèle va utiliser deux algorithmes, le TF-IDF et le BM25. C'est des algorithmes qui ont pour but de retrouver le mot-clé que vous êtes en train de rechercher et de prendre en compte, avec le BM25, qui est un autre algorithme, la longueur de votre document. Donc oui, on peut mélanger des séquences de différentes tailles. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que l'embedding, c'est-à-dire le moment où on va créer les vecteurs, c'est le vecteur qui va faire ce qu'on appelle le rapprochement sémantique. En fait, il y a deux fonctions différentes. Un, c'est un peu comme s'il allait chercher le mot-clé. C'est-à-dire que si vous faites un CTRL F sur un document et que vous dites « je veux retrouver le mot retrieve », j'ai retrouvé mon mot retrieve. Ça, c'est un CTRL F, d'accord? C'est exactement ce qu'on fait avec le TDF. Mais le système sémantique, c'est au moment où vous envoyez en fait la vectorisation, c'est le modèle qui va voir combien de relations il a avec les autres mots dans la base. Et ça, c'est le choix de l'algorithme. Et en fait, sur les bases qui sont ici, on n'a pas la main. Donc, à l'étape de la indexation vectorielle, on n'a pas la possibilité de définir. Et pourtant, c'est une donnée capitale à comprendre. Si vous avez une base qui a de nombreuses relations, l'IA, elle va explorer de nombreuses possibilités. Si votre base, elle est réduite, elle est capable que de voir que les relations très évidentes. C'est un peu comme si vous définissiez le mot roi, et le roi, c'était associé à quoi? À règne, reine, et ça s'arrête là. Et si on dit le mot roi, dans un système plus évolué, ça va vous donner toute la structure en définissant le roi, la reine, le valet, les conseillers, et donc il va explorer d'autres possibilités et avoir un regard plus vaste. C'est ce qu'on appelle la compréhension sémantique.
On a donc cet ensemble de fonctionnement qui est mis en place. Et là, dans l'interface d'OpenAI, même si c'est facturé 1500 €, quand on le met en place pour des clients, on n'a pas la main là-dessus. Et donc, là où vous faites la différence en tant que spécialiste du domaine, et c'est ce que je vous apprends au sein des formations, c'est de comprendre que les bases ne sont pas les mêmes et il faut l'étudier par rapport à votre client, au type de document que vous avez, qu'est-ce que vous voulez extraire, et l'utilisation qu'on va en avoir. Ça prend en compte ce que j'appelle le niveau de risque, le type de data, et le nombre de requêtes et le coût de stockage. Un avocat, un médecin ou un agent immobilier ont des risques de retombées importantes si le modèle se trompe, sur le plan pénal, judiciaire, professionnel. Donc il faut un haut niveau de finesse de compréhension des structures. Un système chatbot qui va avoir beaucoup de requêtes par minute pour un site de vente n'a pas les mêmes risques et il aura certainement pas autant de documents que va avoir un système RAG médical ou juridique. Donc on va commencer à établir le nombre de dimensions idéales et donc la dimension, elle va impacter le stockage. Il y a différents modèles de dimensions qui vont de 358 à 8000 dimensions en fonction du niveau. La dimension va impacter le coût, le stockage, la vitesse. Si on doit aller vite, on va réduire les dimensions. Si on doit aller précis, il faut augmenter la dimension et on va augmenter les coûts. 768 dimensions sur 1 million de tokens, ça prend 3 gigas. 3000 dimensions, ça prend 12 gigas. Donc, on a un facteur 4. La dimension, elle va définir la capacité des modèles à comprendre la complexité sémantique. Donc c'est une seule partie de l'algorithme. C'est pas tout, c'est une partie. Donc les systèmes de type simplifié de ce type, il vaut mieux les utiliser pour ce qu'on appelle des documents homogènes. Comme vous voyez ici, on a pris un document dans lequel on a du texte, des images, et ce qu'on se rend compte, c'est que tout le texte est gardé, les erreurs de mise en page aussi. L'IA ne va pas forcément redécouper en mettant en place correctement les colonnes, et parfois peut mélanger. Donc ça va créer un certain niveau d'incertitude. Et l'IA, elle n'a pas du tout les pages. C'est pas page 1, page 2, page 3. Non, c'est des tout petits bouts où, quand vous allez lui poser une question, il y a plein de mots-clés ici. Il n'y a que des mots-clés. Elle sera plus en mesure d'aller rechercher malheureusement ces séquences erronées, plutôt qu'à les prendre en plein milieu du document, parce qu'il n'y a pas forcément autant de mots-clés. Et ça va induire en erreur. Donc dans ces systèmes-là, il faut mettre en place en fait ce qu'on appelle des systèmes de parseurs. Donc on va faire travailler des IA pour découper les documents et voir si on a besoin ou pas des images. Donc on va choisir des bases vectorielles qui sont capables de traiter les images, les graphiques et les stats pour pouvoir les utiliser. Mais sur une base d'OpenAI, on n'a pas cette possibilité. Donc pour pouvoir les utiliser, on utilise des systèmes de parseurs qui vont automatiquement découper les documents en fonction de leur structure. Vous paramétrez tout avec l'IA, vous choisissez même le modèle de l'IA qui va le faire, mais c'est ça aussi qui a un coût technique de réalisation, un savoir-faire, mais aujourd'hui vous ne le faites plus en code, on le fait sur des interfaces, no code. Et à partir de là, on extrait et on décrit en fait toutes les structures des tableaux, ce qui permet, d'une certaine manière, au lieu d'avoir l'image, on a la description qui permettra quand même au modèle d'avoir la connaissance. Alors ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr des bases vectorielles qui permettent d'utiliser les images et les tableaux, je vous le ferai dans d'autres vidéos, mais bien sûr si vous voulez aller plus loin et comprendre comment on les configure, vous avez bien entendu les formations. Tout ça, ça vous montre une chose, l'intelligence artificielle, encore une fois, on ne va pas vous payer parce que vous savez cliquer et envoyer un PDF et appuyer sur un bouton. On va vous payer parce que vous avez des compétences que 99,9% de la population n'a pas, et même les spécialistes qui prennent la parole, vous vous rendez compte que parfois ils sont pas très bons. Et cette compétence-là, c'est celle-ci qui est valorisée aujourd'hui. On récapitule les étapes jusqu'à maintenant. Quand vous avez un métier, il faut voir le type de métier que vous faites, les risques, le volume, la data. Il faut la sélectionner et la trier, utiliser les systèmes qu'on a vus préalablement pour les optimiser. Ou bien vous le faites manuellement. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous avez une cinquantaine de documents, vous le faites manuellement et le parsing, vous le faites à la main. Quand vous commencez à avoir 2000, 3000 documents, on est obligé de passer sur des interfaces automatiques. Une fois qu'on a choisi le document en fonction de votre cadre de métier, il faut découper. La découpe, encore une fois, il faut choisir. Soit vous le faites en automatique, dans ce cas-là, il peut y avoir des moments où les contextes sont perdus parce que les informations ne se chevauchent pas. Et ensuite, il y a le choix des vecteurs. Les vecteurs, on en a parlé, c'est les dimensions 356, 756, 1576, 3000, 8000.
en fonction du niveau de complexité qu'on veut. Par exemple, un avocat, je lui conseillerais plutôt 3000. Et ensuite, il y a le stockage de la vecteur DB. Le stockage de la vecteur DB, ça va définir le type d'algorithme qu'on va utiliser. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a utilisé des documents qui n'ont pas les mêmes dimensions. Et ça va impacter la capacité des modèles à faire des relations entre les documents. Si la taille des documents n'est pas la même, ils n'ont pas la même densité d'informations. Donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte pour le choix des interfaces. Dans la partie encore d'OpenAI, on n'a pas d'option pour pouvoir le faire. Donc c'est très important que lorsque vous choisissez pour votre entreprise, pour vous, pour votre client, que vous ayez conscience qu'en fonction de la base et des paramètres, on ne peut pas créer le même type de structure. Et Anthropic va beaucoup plus loin sur le sujet et ouvre une porte très intéressante qu'on va explorer dans d'autres vidéos et que vous avez bien sûr dans les formations. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le RAG contextuel. Le système RAG, aujourd'hui, peut être ajouté avec la participation d'un LLM. C'est l'étape qu'on appelle le retrivial, la recherche d'informations pertinentes. C'est aujourd'hui délégué à une IA. C'est-à-dire que vous configurez en fait une IA dans laquelle en plus vous lui donnez un système prompt. Et on s'est rendu compte que ce mode de fonctionnement où l'IA va envoyer un ensemble de requêtes améliore de près de 49% le résultat par rapport à un RAG classique basé sur BM25 et les systèmes classiques sémantiques qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc on augmente la précision. Bien sûr, vous allez me dire quel est le coût de ces systèmes. Mais au final, on est en train de parler pour 1000 documents à la louche, on est en train de parler de 8 à 25 euros par mois avec un coût initial de mise en page des systèmes avec les modèles qui est à peu près équivalent. Donc il n'y a pas tant de différence que ça. Ça va commencer à se faire au-delà de 300 000 documents. Ouais, il y aura un impact. Mais le niveau de précision est beaucoup plus important. En plus, dans les systèmes des nouveaux RAG, on va le faire avec le test qu'on vient de faire ici. Là, on a créé une base. On peut créer un prompt système. On peut lui marquer « tu es un agent avec 15 ans d'expérience ». Moi, je vous dis, il ne faut pas marquer les prompts comme ça. J'ai des formations dédiées sur le prompt engineering professionnel, pas sur le charlatanisme qu'on a sur les réseaux sociaux. Et là, on va lui poser des questions. Vu qu'on a des sources sur le marketing d'Alex Hormozy, on va lui demander d'aller rechercher les informations dedans. Si je lui demande de me donner les stratégies d'Alex Hormozy, il y a deux solutions. Soit le modèle, il va rechercher dans le RAG. Dans ce cas-là, on va avoir un message au démarrage, soit il ne va pas le faire. S'il ne va pas le faire, c'est qu'il ne va pas trouver de correspondance et il ne va pas partir dedans. Et ça dépend des paramètres qu'on n'a pas pu contrôler, c'est-à-dire la base sémantique, le nombre de dimensions. Ça, c'est le problème, parce que le nom Alex Hormozy apparaît dans son livre, forcément, plusieurs fois. Mais il faut voir s'il va être en mesure de faire le lien entre les éléments. Donc on envoie la requête et en fonction de son système, il est en train de rechercher des fichiers, donc il va rechercher des datas. Vous allez vous rendre compte que c'est pas systématique. Ensuite, il y a un élément qu'on va se rendre compte dans le mode de fonctionnement. Donc là, il recherche des fichiers, vous avez vu que ça prend un petit peu de temps, il identifie 5 séquences et il va me pondre une réponse. Donc sur ce coup-là, il a recherché 5 séquences. Ce qu'on a ici, on n'a pas de fonction, ce qu'on appelle de re-ranking. Le re-ranking, c'est qu'au moment, je vais vous montrer une autre base vectorielle pour vous montrer la différence, j'ai la même base qui est faite sur une autre structure. On va cliquer sur le bouton tester. Donc on est sur une autre interface, mais c'est le même principe, hein. On a donc un système ici où on définit un modèle. En plus, j'ai pris un modèle vraiment basique, le 2.5 Flash. Et au niveau de la partie code, vous avez le chemin d'accès pour la base RAG. Donc on a le projet de corpus avec la structure. Donc on va lui poser exactement la même question et vous allez voir la différence sur les bases. Donc on a eu quand même une réponse du modèle, mais regardez, en fait, on n'a pas la structure, on a juste j'ai pris des séquences et je t'ai construit la réponse. Ce qui nous manque, c'est qu'on ne sait pas s'il a pris des séquences qui sont pleines de mots-clés et pertinentes ou pleines de mots-clés et pas pertinentes. Malheureusement, comme ça pourrait arriver ici. Et ça, on ne peut pas le savoir. Parce qu'il n'y a pas de structure de rank, c'est-à-dire de mettre une valeur de score de fiabilité. On va donc poser la même question sur ce système ici, et on va voir que ici, on va avoir donc les étapes qui sont absentes de l'autre système. C'est un système de re-ranking. On va avoir uniquement au-dessus d'un certain seuil des réponses. Donc ici, on a un score de 0,91 avec la séquence qui est incluse. Ici, on a un score de 0,99 avec la séquence. Et c'est comme ça qu'on définit des scores de confiance, 0,85. La définition justement de ce qu'on appelle des scores de ranking ou de confiance va faire en sorte qu'on va éviter, sur ce coup-là, d'avoir des zones parasites. Donc tout ça sont des paramètres à prendre en compte pour optimiser la qualité de la réponse. Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes coûts, on n'a pas les mêmes structures. On peut bien sûr utiliser un RAG ultra simplifié pour le système OpenAI, hyper simple à mettre en place. C'est quand même le point de travail de départ, là où il faut faire la différence. Vous l'avez compris, il
il faut impérativement préparer vos données. Vous ne pouvez pas du tout faire ce que vous voyez dans les vidéos de 100% du contenu sur Internet, prendre des documents et dire j'envoie les trucs, alors que vous perdez les graphiques, vous perdez les stats, vous perdez la mise en page, vous perdez les tableurs, et en plus vous avez tous les liens des documents ou des pages web HTML qui s'engouffrent dans les bases vectorielles. Ça, faut pas. Maintenant qu'on a dit ça, vous avez énormément de nouvelles connaissances pour optimiser votre base. Vous avez des outils comme le Llama Cloud ou les convertisseurs manuels. Vous choisissez ce qui vous convient et si vous voulez aller plus loin, vous avez bien sûr les formations. N'hésitez pas à partager, à me dire si vous avez appris quelque chose de nouveau, si vous voulez que je traite encore en profondeur d'autres sujets. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine. La partie découvrir les bases de l'IA. En cliquant dessus, tu vas pouvoir en fait accéder à l'actualité, la partie newsletter et des tutoriels. Et dans ces tutoriels, il y a une liste de contacts qui est en mesure de s'occuper de ce genre de configuration de compte. Donc moi, je ne m'en occupe absolument pas, c'est pas moi qui gère ce genre de choses. C'est une personne qui parle uniquement anglais, vous gérez avec elle, c'est quelqu'un qui est fiable, parce que jusqu'à présent, ça me permet d'utiliser plein d'IA au meilleur tarif, en général moins 70 à moins 80%. Donc si vraiment tu n'y arrives pas, il y a toujours une solution, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour toi. Si c'est urgent pour toi, tu as dans la partie les offres de dingue, de quoi contacter directement la personne qui s'occupe de la création des abonnements et tu auras directement son contact sous 1 heure en général. Donc mieux que ça, on peut pas faire et sinon toutes les semaines, tu auras la newsletter avec les meilleures sources et les meilleurs tarifs que j'arrive à trouver sur toutes les plateformes Netflix, HBO, Disney, CapCut, Filmora, Canva, Adobe, iGen, Kling, ChatGPT, Grok, Claude, bref. Toutes les semaines, c'est mis à jour et si tu regardes la newsletter, tu auras les infos. Allez, on va passer à l'étape numéro 2, comment